Le 15 mars 2021, dans le centre de soins pour animaux sauvages de la Camargue, la vétérinaire Véronique Blanchard effectuait une opération de routine sur un python birman de 4 mètres capturé près des étangs de Vaccarès. Ce qui devait être une simple intervention pour retirer un corps étranger de l'estomac du serpent allait révéler l'une des découvertes les plus troublantes de l'histoire criminelle française récente. Lorsque le scalpel perça la paroi gastrique du reptile, personne n'était préparé à ce qui allait en sortir. Des fragments d'os humains, des lambeaux de tissu et surtout une alliance en or gravée du prénom Emma, accompagnée d'une petite croix. Ces restes appartenaient à Sylvaine Chauvin, une mère célibataire de 36 ans qui avait mystérieusement disparu exactement 1 an plus tôt dans ces mêmes marais. Mais comment une femme pouvait-elle finir dans l'estomac d'un python en France métropolitaine? Et pourquoi ces recherches sur les plantes médicinales traditionnelles de Camargue l'avaient-elles menée à une mort si atroce? La vérité derrière cette disparition allait révéler un réseau criminel sophistiqué qui utilisait l'isolement des marais camarguais pour des activités bien plus sombres que la simple contrebande. Avant de continuer avec cette histoire perturbante, si vous appréciez les cas mystérieux réels comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune nouvelle enquête. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. La Camargue, cette vaste étendue de marais salants et d'étangs situés entre les 2 bras du Rhône, a toujours été un territoire à part dans le paysage français. Avec ses 40 000 hectares de nature sauvage, ses flamants roses et ses taureaux noirs, cette région unique du delta du Rhône reste l'un des derniers espaces véritablement préservés d'Europe occidentale. Mais derrière cette beauté sauvage se cache un labyrinthe de canaux, de roselières et de zones marécageuses où il est facile de disparaître sans laisser de traces. En 2019, la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer comptait environ 2400 habitants permanents, un chiffre qui triplait durant la saison touristique. C'est dans ce petit bourg provençal, célèbre pour son pèlerinage gitan et ses traditions ancestrales, que vivait Sylvaine Chauvin depuis 8 ans. Sylvaine s'était installée en Camargue après son divorce difficile avec Marc, un commercial parisien qui avait refusé de reconnaître leur fille Emma. À 36 ans, cette ancienne infirmière, reconvertie en thérapie occupationnelle, avait trouvé dans cette région isolée la paix qu'elle cherchait pour élever seule sa fille. Son petit cabinet de thérapeute, installé dans une maison traditionnelle camarguaise rue Frédéric Mistral, attirait une clientèle fidèle venue chercher des soins naturels et une approche holistique de la santé. Passionnée de botanique depuis l'adolescence, Sylvaine avait développé au fil des années une expertise reconnue dans l'utilisation thérapeutique des plantes locales. Elle collaborait régulièrement avec le parc naturel régional de Camargue pour documenter les propriétés médicinales de la flore locale. Un travail minutieux qui l'amenait souvent à explorer les recoins les plus reculés des marais. Sa fille Emma, alors âgée de 8 ans, fréquentait l'école primaire locale où elle excellait malgré la situation familiale particulière. Enfant curieuse et éveillée, elle accompagnait souvent sa mère lors de ses excursions botaniques du week-end, apprenant à reconnaître les différentes espèces végétales et leurs usages traditionnels. La communauté des Saintes-Maries-de-la-Mer avait adopté cette petite famille parisienne avec la chaleur caractéristique du Midi. Sylvaine participait activement à la vie locale, organisant des ateliers de phytothérapie pour les habitants et collaborant avec les guérisseurs traditionnels gitans qui perpétuaient des savoirs ancestraux sur les plantes médicinales. Marcel Fontaine, garde forestier du parc naturel depuis 23 ans, connaissait bien Sylvaine pour ses demandes régulières d'autorisation d'accès aux zones protégées. Cet homme de 45 ans, natif de la région, respectait son sérieux scientifique et sa connaissance approfondie des écosystèmes camarguais. Il n'était pas rare qu'il la croise lors de ses rondes, toujours équipé de son carnet de notes étanche et de son appareil photo, documentant méticuleusement ses découvertes. La vie s'écoulait paisiblement pour Sylvaine et Emma jusqu'à ce mois de mars 2020,
quand l'annonce du premier confinement national vint bouleverser leur quotidien. Comme beaucoup de Français, Sylvaine dut adapter son activité professionnelle aux nouvelles contraintes sanitaires. Mais contrairement à d'autres, elle vit dans cette période une opportunité unique d'approfondir ses recherches botaniques, profitant de la fermeture temporaire de son cabinet pour se consacrer entièrement à un projet qui lui tenait à cœur depuis des mois. Le 13 mars 2020, soit 3 jours avant l'entrée en vigueur du confinement national, Sylvaine Chauvin quittait son domicile au Sainte-Marie-de-la-Mer à 6 heures du matin pour ce qui devait être sa dernière expédition botanique avant les restrictions de circulation. Elle avait confié Emma à Marguerite Vidal, sa voisine de 68 ans qui gardait régulièrement la petite fille lors des sorties professionnelles de sa mère. D'après le témoignage ultérieur de Marguerite, Sylvaine semblait particulièrement enthousiaste ce matin-là. Elle portait sa tenue habituelle d'exploration, pantalon de toile kaki, veste imperméable verte, bottes en caoutchouc montantes et son sac à dos technique contenant son matériel de recherche. Elle avait mentionné vouloir profiter des derniers jours de liberté de circulation pour explorer une zone marécageuse qu'elle n'avait jamais étudiée, située près de l'étang du Fangassier, à environ 15 km au nord du bourg. Son objectif était précis: documenter les variétés de salicornes et d'armoises marines présentes dans cette zone particulièrement riche en biodiversité. Ces plantes halophiles, adaptées au sol salé, possédaient, selon les traditions locales, des propriétés thérapeutiques remarquables que Sylvaine souhaitait étudier scientifiquement. Elle prévoyait de rentrer vers 14 heures pour récupérer Emma à la sortie de l'école. À 7h30 précise, elle s'était arrêtée au poste de garde forestier pour signaler sa présence à Marcel Fontaine, une procédure qu'elle respectait scrupuleusement lors de ses expéditions en zone isolée. Marcel se souvenait parfaitement de cette dernière conversation. Sylvaine lui avait montré sur la carte IGN au 25 millième l'itinéraire qu'elle comptait suivre, une boucle de 8 kilomètres qui devait l'amener dans des secteurs où aucun sentier balisé n'existait. Elle connaissait parfaitement les risques, témoignerait plus tard Marcel lors de l'enquête. Les marais de cette zone sont trompeurs, avec des passages qui semblent solides, mais qui peuvent céder sous le poids d'une personne. Je lui avais recommandé de rester sur les buttes sableuses et d'éviter absolument les zones de vase noir. Sylvaine avait acquiescé, précisant qu'elle emportait son téléphone portable, sa balise GPS de randonnée et suffisamment de provisions pour la journée. Elle avait même plaisanté sur le fait que ce serait probablement sa dernière sortie avant plusieurs semaines, le gouvernement annonçant des mesures drastiques de confinement. Le dernier contact avéré avec Sylvaine eut lieu à 11h47, lorsque son téléphone portable émit un signal GPS depuis les coordonnées 43 degrés 32 minutes nord, 4 degrés 28 minutes est, soit exactement au cœur de la zone qu'elle comptait explorer. Ce signal, capté par l'antenne relais de Salins-de-Giraud, fut le dernier signe de vie technologique de la jeune femme. Lorsque 16 heures arrivèrent, sans nouvelles de Sylvaine, Marguerite Vidal commença à s'inquiéter. Emma, habituellement récupérée par sa mère dès la sortie des classes, se trouvait toujours chez la voisine. À 17h30, Marguerite contacta Marcel Fontaine qui déclencha immédiatement l'alerte. La première équipe de recherche, composée de Marcel et de 2 autres gardes forestiers, partit à 18h équipée de projecteurs et de matériel de communication. Ils suivirent l'itinéraire prévu par Sylvaine, utilisant les coordonnées GPS de son dernier signal pour orienter leurs recherches. La nuit tombante et la complexité du terrain marécageux rendirent cette première tentative infructueuse. Le lendemain matin 14 mars, l'enquête officielle débutait sous la responsabilité de l'inspecteur Laurent Mercier de la brigade de recherche de la gendarmerie d'Arles. Cet homme de 42 ans, spécialisé dans les disparitions en milieu naturel, mobilisa immédiatement des moyens considérables. Équipe cynotechnique, hélicoptères de la gendarmerie, plongeurs spécialisés et bénévoles locaux. Les recherches se concentrèrent sur un périmètre de 5 km² autour du dernier signal GPS.
Les maîtres chiens découvrirent rapidement la trace olfactive de Sylvaine sur un sentier de terre battue, mais cette piste se perdait mystérieusement au bord d'un canal de drainage, comme si elle avait simplement cessé d'exister. Une découverte troublante fut faite le 15 mars. Le sac à dos de Sylvaine, retrouvé à 200 mètres du canal, partiellement enfoui dans une touffe de roseaux. Son contenu était intact. Carnet de notes, appareil photonumérique, matériel de prélèvement botanique, provisions et même son portefeuille contenant 120 €. Seul manquait son téléphone portable et sa balise GPS, jamais retrouvée malgré des recherches intensives. L'absence de traces de lutte et la position du sac, délicatement posé plutôt que jeté, intriguaient les enquêteurs. Aucune empreinte suspecte, aucun indice d'agression, aucun signe de présence humaine autre que celle de Sylvaine. Le mystère s'épaississait d'heure en heure. Les plongeurs explorèrent systématiquement tous les points d'eau dans un rayon de 3 kilomètres. Les canaux, d'une profondeur variant de 2 à 4 mètres, furent sondés méticuleusement. Rien. Les étangs peu profonds furent également fouillés, sans plus de résultats. Comment une personne pouvait-elle disparaître si complètement dans un environnement finalement assez restreint? Le 17 mars, alors que le confinement national entrait en vigueur et compliquait considérablement les opérations de recherche, l'inspecteur Mercier dut se résigner à réduire les effectifs. Les indices étaient inexistants, les témoignages insuffisants et les conditions sanitaires imposaient de nouvelles contraintes opérationnelles. Emma fut confiée temporairement à sa grand-mère maternelle, venue de Lyon, dès l'annonce de la disparition. Cette femme de 65 ans, Lucette Chauvin, n'avait jamais approuvé l'installation de sa fille en Camargue, qu'elle jugeait trop isolée et dangereuse pour élever seule un enfant. Les dernières recherches officielles eurent lieu fin mars 2020, interrompues par les restrictions de déplacement du confinement. Sylvaine Chauvin était officiellement portée disparue, son dossier rejoignant les statistiques nationales des personnes volatilisées sans explication. Dans les registres de la gendarmerie, elle devenait le cas numéro 2020-0, 3-1093, une référence administrative froide qui ne rendait compte ni de son sourire chaleureux, ni de l'immense vide qu'elle laissait derrière elle. Pourtant, dans les profondeurs silencieuses des marais camarguais, la vérité sur le sort de Sylvaine Chauvin attendrait encore exactement 365 jours avant d'être révélée de la manière la plus inattendue qui soit. L'année qui suivit la disparition de Sylvaine Chauvin transforma profondément la petite communauté des Saintes-Maries de la Mer. Pour la première fois depuis des décennies, les habitants ressentaient une inquiétude diffuse lorsqu'ils s'aventuraient seuls dans les marais. Les promeneurs solitaires se faisaient rares, et même les gardiens les plus expérimentés évitaient désormais de s'éloigner des sentiers balisés. Emma Chauvin, désormais âgée de 9 ans, vivait à Lyon chez sa grand-mère Lucette dans un petit appartement de la rue de la République. L'adaptation fut difficile pour cet enfant habitué aux grands espaces camarguais. Les psychologues scolaires notaient dans leur rapport une enfant intelligente, mais marquée par un traumatisme profond, qui dessinait compulsivement des marais et des oiseaux dans ses cahiers. Chaque dimanche, Lucette emmenait sa petite fille au commissariat de Lyon pour maintenir le contact avec l'enquête. L'inspecteur Mercier, qui avait conservé le dossier malgré sa mutation partielle sur d'autres affaires, recevait régulièrement des nouvelles de la famille. Il gardait le téléphone portable de service de Sylvaine sous surveillance, espérant toujours un signe d'activité qui ne viendrait jamais. Dans son bureau de la gendarmerie d'Arles, l'inspecteur avait épinglé une carte détaillée de la zone de disparition. Des épingles rouges marquaient chaque point de recherche. Des lignes bleues traçaient les itinéraires explorés, et une croix noire indiquait l'emplacement du dernier signal GPS. Malgré l'absence de nouveaux éléments, il n'abandonnait pas l'espoir de résoudre cette énigme qui le hantait. Marcel Fontaine avait développé une routine quasi obsessionnelle. Chaque matin, lors de sa tournée de surveillance, il s'arrêtait à l'endroit exact où le sac de Sylvaine avait été retrouvé. Et il scrutait les roseaux, vérifiait l'état des berges, cherchait des indices que les premières recherches auraient pu manquer. Ses collègues s'inquiétaient de cette fixation, mais Marcel ne pouvait se résoudre à abandonner.
Les théories les plus diverses circulaient dans la région. Certains évoquaient un accident, une chute dans un point d'eau non répertorié ou un enlisement dans les sables mouvants qui parsemaient la zone. D'autres, plus pessimistes, parlaient d'agression, même si l'absence totale d'indices criminels rendait cette hypothèse peu crédible. La piste la plus sérieusement étudiée par l'enquête concernait un possible suicide. Sylvaine traversait-elle une dépression cachée? Ses proches furent interrogés minutieusement. Marguerite Vidal témoigna d'une femme apparemment épanouie dans sa nouvelle vie. Le médecin traitant de Sylvaine, le docteur François Morel, confirma qu'elle ne présentait aucun signe de détresse psychologique lors de sa dernière consultation en février 2020. Une équipe de gendarmes spécialisée dans les disparitions inquiétantes éplucha pendant des mois la vie privée de Sylvaine. Ses comptes bancaires ne révélaient aucune transaction suspecte. Ses communications téléphoniques et électroniques ne montraient aucun contact inhabituel. Ses relations sentimentales, quasiment inexistantes depuis son divorce, ne présentaient aucun caractère conflictuel. L'hypothèse d'une fuite volontaire fut également explorée. Mais comment une mère aussi dévouée aurait-elle pu abandonner Emma sans explication? Et surtout, comment aurait-elle survécu sans ressources financières, tous ses comptes restant inactifs depuis sa disparition? Au fil des mois, l'affaire Sylvaine Chauvin rejoignit la longue liste des cold cases français. Les médias locaux évoquaient encore sporadiquement son histoire, particulièrement lors des anniversaires de sa disparition, mais l'attention du public s'était portée ailleurs. Pourtant, certains détails continuaient d'intriguer les spécialistes. Pourquoi le téléphone portable et la balise GPS n'avaient-ils jamais été retrouvés alors que le sac à dos l'était? Comment expliquer que les chiens avaient perdu sa trace de manière si nette au bord du canal? Et surtout, pourquoi aucun reste humain n'avait-il refait surface dans un environnement aquatique où les corps remontent habituellement après quelques semaines? Le docteur Véronique Blanchard, vétérinaire spécialisée dans la faune sauvage au centre de soins de Pont-de-Gau, suivait l'affaire avec attention. Cette femme de 38 ans, passionnée d'herpétologie, s'était installée en Camargue 5 ans plus tôt pour étudier l'impact du réchauffement climatique sur les populations de reptiles locales. Depuis plusieurs années, elle observait avec inquiétude l'apparition d'espèces exotiques dans l'écosystème camarguais. Des tortues de Floride relâchées par des particuliers, des iguanes échappées de captivité et, plus récemment, des pythons birmanes dont la présence en France métropolitaine posait de sérieux problèmes écologiques. Ces serpents géants, originaires d'Asie du Sud-Est, pouvaient atteindre 6 mètres de longueur et peser plus de 70 kilogrammes. Leur présence en Camargue s'expliquait par des relâchés irresponsables d'anciens propriétaires d'animaux exotiques. Dans l'environnement favorable des marais méditerranéens, ces prédateurs redoutables trouvaient des conditions de survie idéales. Le centre de soins de Pont-de-Gau recevait régulièrement des pythons capturés par les autorités locales. Ces animaux, souvent en mauvaise santé, nécessitaient des soins spécialisés avant d'être transférés vers des structures adaptées ou, dans les cas les plus graves, euthanasiés selon les protocoles vétérinaires stricts. Le 15 mars 2021, exactement 1 an après le début des recherches pour retrouver Sylvaine Chauvin, un garde forestier découvrit un python birman de taille exceptionnelle dans les roseaux de l'étang de Vaccarès. Le serpent, long de 4 mètres et visiblement malade, se déplaçait avec difficulté et présentait un renflement anormal dans la partie médiane de son corps. Marcel Fontaine, qui effectuait sa ronde matinale habituelle, repéra l'animal vers 8 heures du matin. Son expérience lui permit immédiatement d'identifier un python en détresse, probablement victime d'une ingestion problématique. Ce phénomène, relativement fréquent chez ces grands constricteurs, se produisait lorsque l'animal avalait une proie trop volumineuse ou non digestible. Respectant les protocoles de sécurité, Marcel contacta immédiatement le centre de soins de Pont-de-Gau. Le docteur Blanchard se déplaça personnellement, accompagné de son assistant technique Pierre Carrel et du matériel nécessaire à la capture d'un serpent de cette taille.
L'opération, délicate, nécessitait des précautions particulières, car un python de 4 mètres représentait un danger réel, même affaibli. La capture eut lieu vers 10h30. L'équipe utilisa des tubes de contention spécialisés et des gants de protection pour maîtriser l'animal sans le blesser davantage. Le serpent, étonnamment docile, ne présenta qu'une résistance minimale, signe probable de son état de faiblesse avancée. Durant le transport vers le centre de soins, le docteur Blanchard examina sommairement l'animal. Le renflement, situé à environ 1 mètre de la tête, présentait une forme irrégulière inhabituelle. Contrairement aux ingestions classiques de proies naturelles qui créent des bosses lisses et arrondies, cette déformation présentait des angles et des reliefs suggérant un contenu hétérogène. L'examen radiographique, effectué dès l'arrivée au centre, révéla des éléments opaques de formes diverses dans l'estomac du python. Les clichés montraient clairement des structures denses qui ne correspondaient à aucune proie habituelle de ces serpents. Le docteur Blanchard identifia avec certitude des éléments métalliques et des fragments qui ressemblaient à des os. La décision d'opérer fut prise immédiatement. L'état de l'animal se dégradait rapidement et seule une intervention chirurgicale d'urgence pouvait le sauver. Pierre Carrel prépara le bloc opératoire pendant que le docteur Blanchard administrait l'anesthésie générale selon les protocoles vétérinaires adaptés aux reptiles. L'opération commença à 14 heures précises. Le docteur Blanchard pratiqua une incision longitudinale de 20 cm sur la face ventrale du serpent, au niveau du renflement visible. Les premières couches de muscles ne révélèrent rien d'anormal, mais l'approche de la cavité gastrique commença à dégager une odeur caractéristique de décomposition. Lorsque le scalpel perça la paroi de l'estomac, le contenu qui s'en échappa figea l'équipe chirurgicale. Des fragments d'os humains parfaitement identifiables, des lambeaux de tissu en décomposition et surtout des objets métalliques qui ne laissaient aucun doute sur leur origine. L'alliance en or, gravée du prénom Emma et ornée d'une petite croix, brillait sinistrement sous les projecteurs du bloc opératoire. À côté, une montre étanche de marque Casio, modèle très répandu chez les randonneurs, portait encore des traces de bracelets en tissu noir. Ces objets, parfaitement conservés dans l'environnement acide de l'estomac du python, constituaient les premiers indices tangibles sur le sort de Sylvaine Chauvin depuis 1 an. Le docteur Blanchard stoppa immédiatement l'intervention et contacta la gendarmerie d'Arles. L'inspecteur Mercier, averti par téléphone à 15h15, se rendit sur place accompagné de l'officier de police judiciaire, capitaine Sandra Dubois, et du médecin légiste, docteur Henri Castellet. La scène qui les attendait au centre de soins dépassait tout ce qu'ils avaient pu imaginer. Sur la table d'opération, le python anesthésié révélait dans son estomac les restes partiels d'un être humain. L'expertise préliminaire du docteur Castellet permit d'identifier rapidement des fragments de côte, un morceau de fémur et plusieurs phalanges en état de décomposition avancée mais encore identifiables. L'alliance fut formellement reconnue par Lucette Chauvin, contactée dans l'urgence à Lyon. Cette bague, héritée de sa propre mère, avait été offerte à Sylvaine pour la naissance d'Emma. La gravure du prénom, exécutée par un bijoutier lyonnais, constituait une preuve irréfutable de l'identité de la victime. Mais cette découverte, aussi troublante soit-elle, soulevait plus de questions qu'elle n'en résolvait. Comment Sylvaine avait-elle pu finir dans l'estomac d'un python ? Ces serpents, bien qu'impressionnants, ne s'attaquent jamais à des proies humaines adultes dans des conditions normales. Et surtout, où et quand cette ingestion avait-elle eu lieu? L'analyse vétérinaire révéla que les restes humains se trouvaient dans l'estomac du python depuis plusieurs mois, probablement entre 6 et 10 mois selon l'état de décomposition. Cette estimation chronologique posait un problème majeur. Si Sylvaine avait disparu en mars 2020, comment expliquer qu'elle n'ait été ingérée par le serpent qu'entre juin et septembre de la même année? Le docteur Blanchard apporta un élément d'explication crucial. Les pythons birmans, contrairement aux serpents européens, ne digèrent pas complètement leur proie lorsqu'ils entrent en période de dormance hivernale.
Le métabolisme ralenti de ces reptiles exotiques en climat méditerranéen pouvait expliquer la conservation prolongée des restes humains dans l'estomac de l'animal. L'enquête prit une nouvelle dimension avec l'arrivée sur place du procureur de la République de Tarascone, maître Alain Bourgeois. Cet homme de 54 ans, spécialisé dans les affaires criminelles complexes, ordonna immédiatement l'ouverture d'une information judiciaire pour homicide volontaire. Les premiers éléments de l'autopsie des restes furent communiqués le lendemain matin. Le docteur Castellet identifia formellement les fragments osseux comme appartenant à une femme adulte de corpulence mince, âgée entre 30 et 40 ans. La concordance avec le profil de Sylvaine Chauvin ne faisait aucun doute. Plus troublant encore, l'examen révéla la présence d'une fracture au niveau de l'os temporal gauche, une blessure ante-mortem qui suggérait un traumatisme crânien violent. Cette découverte transformait définitivement l'enquête. Sylvaine Chauvin n'était pas morte accidentellement, elle avait été assassinée. L'inspecteur Mercier reconstitua méthodiquement la chronologie des événements. Sylvaine avait disparu le 13 mars 2020. Ses restes avaient été ingérés par le python entre juin et septembre de la même année. Le serpent avait été capturé exactement 1 an après le début des recherches initiales. Cette succession temporelle suggérait que le corps de Sylvaine était resté caché quelque part pendant plusieurs mois avant d'être découvert par le python. Mais où ? Et surtout, qui avait intérêt à faire disparaître une thérapeute occupationnelle passionnée de botanique ? L'enquête sur l'entourage de Sylvaine, déjà minutieuse lors de sa disparition, fut reprise avec une intensité nouvelle. Chaque relation, chaque contact professionnel, chaque connaissance fut réexaminée sous l'angle d'un homicide volontaire. Une piste inattendue émergea des analyses toxicologiques pratiquées sur les tissus retrouvés dans l'estomac du python. Le laboratoire de police scientifique de Marseille détecta la présence de traces de produits chimiques inhabituels, des solvants industriels et des précurseurs chimiques utilisés dans la fabrication de drogues de synthèse. Cette découverte orienta l'enquête vers une direction totalement nouvelle. Sylvaine serait-elle tombée accidentellement sur un laboratoire clandestin lors de son expédition botanique du 13 mars? Les marais camarguais, avec leur isolement et leurs accès difficiles, constituaient un environnement idéal pour dissimuler des activités illégales. L'inspecteur Mercier demanda l'intervention de la brigade des stupéfiants de Marseille, spécialisée dans la lutte contre les laboratoires clandestins. Le commandant Nicole Torres, experte dans ce domaine, apporta son expertise sur les méthodes utilisées par les trafiquants pour camoufler leurs installations dans des zones naturelles protégées. Les recherches reprirent dans les marais, cette fois orientées vers la découverte d'installations clandestines. Les équipes spécialisées utilisèrent des détecteurs de vapeur chimiques et des drones équipés de capteurs thermiques pour identifier d'éventuelles activités suspectes dans la zone de disparition de Sylvaine. Le 22 mars 2021, soit 1 semaine après la découverte macabre dans l'estomac du python, les enquêteurs localisèrent enfin ce qu'ils cherchaient. Les vestiges d'un laboratoire clandestin sophistiqué, parfaitement camouflé dans une ancienne cabane de gardienne abandonnée au cœur des marais de Vacarès. Cette cabane, connue sous le nom de Mas de la Roquette dans les archives du parc naturel, avait été abandonnée depuis les années 90, suite au décès de son propriétaire, un ancien éleveur de taureaux nommé Antoine Girard. Sa position géographique, accessible uniquement par un sentier de terre praticable à pied ou en véhicule tout-terrain, en faisait un emplacement idéal pour des activités illégales. L'inspection de la cabane révéla un aménagement intérieur sophistiqué qui contrastait fortement avec l'aspect délabré de l'extérieur. Des restes d'équipements de laboratoire jonchaient le sol. Verreries brisées, tubes en plastique, résidus de produits chimiques et surtout des traces de combustion récentes qui suggéraient une destruction volontaire et précipitée des preuves. Le commandant Torres identifia immédiatement les indices caractéristiques d'un laboratoire de production d'amphétamine et de MDMA. Les analyses préliminaires des résidus chimiques confirmèrent la présence de précurseurs spécifiques, éphédrine, acide sulfurique, acétone et solvants divers,
utilisés dans la synthèse de drogues de synthèse. Ce qui intriguait particulièrement les enquêteurs était le niveau de sophistication technique de l'installation. Contrairement aux laboratoires artisanaux habituellement découverts dans la région, celui-ci témoignait d'une expertise chimique avancée. Les restes d'équipements retrouvés incluaient des condenseurs à reflux, des systèmes de filtration sous vide et même des dispositifs de mesure de pH de qualité professionnelle. L'inspecteur Mercier coordonna les recherches avec une équipe élargie comprenant des spécialistes de la police scientifique, des experts en chimie forensique et des techniciens en identification criminelle. Chaque débris, chaque trace, chaque résidu fut méthodiquement collecté et analysé pour reconstituer l'activité qui avait eu lieu dans ce laboratoire clandestin. Une découverte capitale fut faite le 24 mars dans les fondations de la cabane. Enfouie sous 40 cm de terre meuble, l'équipe découvrit une bâche plastique noire contenant des fragments de vêtements et des ossements humains supplémentaires. L'expertise du docteur Castellet confirma rapidement que ces restes appartenaient également à Sylvaine Chauvin. L'analyse des vêtements retrouvés correspondait parfaitement à la tenue que portait Sylvaine le jour de sa disparition. Fragments de sa veste imperméable verte, lambeaux de son pantalon de toile kaki et débris de ses bottes en caoutchouc. Ces éléments, partiellement décomposés mais encore identifiables, apportaient la confirmation définitive que Sylvaine avait bien été tuée dans cette cabane ou à proximité immédiate. Mais le plus troublant restait à venir. L'examen minutieux du site révéla des traces de lutte à l'intérieur de la cabane. Une projection de sang séché sur les murs, impact sur une poutre en bois et surtout des empreintes digitales partielles sur un morceau de verrerie brisée. Ces empreintes, relevées selon les protocoles de la police technique et scientifique, allaient enfin permettre d'identifier le ou les responsables de ce crime. Parallèlement, l'enquête de voisinage fut reprise avec une nouvelle approche. Les enquêteurs interrogèrent systématiquement tous les habitants dans un rayon de 10 km autour du laboratoire clandestin, recherchant des témoignages sur d'éventuelles activités suspectes dans la zone entre 2019 et 2020. Jacqueline Serre, une retraitée de 73 ans qui vivait dans un mât isolé à 3 km de la cabane abandonnée, apporta un témoignage crucial. Elle se souvenait d'avoir observé, à plusieurs reprises durant l'hiver 2019-2020, des va-et-vient nocturnes de véhicules dans le secteur de la Roquette. Des phares de voitures circulant sur les pistes forestières vers 22h ou 23h, ce qui était inhabituel dans cette zone normalement déserte la nuit. Je me souviens particulièrement d'une nuit de février 2020, témoigna Jacqueline lors de son audition. Il y avait eu plusieurs véhicules et j'avais senti une odeur chimique bizarre portée par le Mistral. Ça sentait comme les produits qu'utilisait mon défunt mari dans son garage, mais en plus fort et plus écœurant. Ce témoignage orienta les recherches vers l'identification des véhicules et de leurs occupants. L'analyse des caméras de surveillance routière de Salins-de-Giraud et des péages autoroutiers permit de reconstituer partiellement les déplacements suspects dans la région durant la période concernée. Une série de recoupements minutieux révéla la présence récurrente d'une fourgonnette Renault Master blanche, immatriculée dans les Bouches-du-Rhône, qui avait emprunté à 11 reprises entre décembre 2019 et mars 2020 l'accès routier menant vers la zone des marais de Vacarès. Ce véhicule, loué par une société écran basée à Marseille, constituait le premier lien tangible avec l'organisation criminelle. L'investigation sur cette société, Provence Logistics SARL, révéla rapidement sa nature fictive. Créée en novembre 2019 avec un capital minimal, elle n'avait aucune activité commerciale réelle et servait uniquement à masquer les locations de véhicules et l'acquisition de matériel chimique. Ses dirigeants officiels étaient des prête-noms sans lien avec les véritables organisateurs du trafic. L'inspecteur Mercier demanda l'intervention de la brigade financière de Marseille pour démêler l'écheveau des sociétés écrans et remonter jusqu'aux véritables commanditaires de cette opération. Cette enquête parallèle
menée par le lieutenant-colonel Patricia Moulin, spécialiste du blanchiment d'argent lié au trafic de stupéfiants, allait révéler l'ampleur réelle du réseau criminel. L'analyse des flux financiers mit en évidence des transferts d'argent importants depuis des comptes basés en Belgique et aux Pays-Bas, pays connus pour être des plaques tournantes du trafic européen de drogues de synthèse. Les sommes impliquées, plusieurs centaines de milliers d'euros, suggéraient une opération de grande envergure et non un simple laboratoire artisanal local. Durant cette phase intensive d'enquête, une information capitale parvint aux enquêteurs par l'intermédiaire d'Interpol. Les empreintes digitales retrouvées dans la cabane correspondaient à celles d'un ressortissant belge de 48 ans, Gérard Lemoine, connu des services de police européens pour ses activités dans la chimie clandestine. Ce chimiste de formation, diplômé de l'Université libre de Bruxelles, avait été condamné en 2014 aux Pays-Bas pour fabrication illégale de MDMA. Après sa libération en 2018, il avait officiellement disparu des écrans radars policiers jusqu'à cette découverte fortuite en Camargue qui révélait ses nouvelles activités criminelles en France. Le profil de Gérard Lemoine correspondait parfaitement au niveau de sophistication technique observé dans le laboratoire de la Roquette. Ses compétences en chimie organique et son expérience dans la fabrication clandestine de stupéfiants expliquaient la qualité professionnelle de l'installation découverte dans les marais camarguais. Mais une question cruciale demeurait sans réponse. Comment Sylvaine Chauvin, simple thérapeute passionnée de botanique, était-elle entrée en contact avec ce réseau criminel international? Et surtout, pourquoi avait-elle été assassinée? L'enquête allait bientôt révéler que la vérité était encore plus troublante que ce que les enquêteurs avaient imaginé jusqu'alors. Les investigations approfondies sur les derniers jours de Sylvaine révélèrent un détail qui avait échappé aux premières recherches. Le carnet de notes retrouvé dans son sac à dos contenait des observations botaniques inhabituelles pour la saison de mars. Sylvaine avait documenté la présence de plusieurs espèces végétales qui ne fleurissent normalement qu'en été, suggérant qu'elle avait effectué des repérages préliminaires dans la zone plusieurs mois auparavant. Cette découverte remettait en question la chronologie établie de l'enquête. Sylvaine connaissait-elle déjà l'existence de la cabane de la Roquette avant sa dernière expédition fatale du 13 mars 2020? Et si oui, qu'est-ce qui l'avait poussée à y retourner malgré les dangers potentiels qu'elle avait pu y observer? L'enquête prit un tournant décisif le 28 mars 2021 avec l'arrestation de Gérard Lemoine à son domicile de Septèmes-les-Vallons dans la banlieue marseillaise. L'interpellation, menée à l'aube par la brigade de recherche d'Arles renforcée par le GIGN, se déroula sans résistance. Le chimiste belge fut trouvé dans un pavillon discret où il vivait sous une fausse identité depuis 2 ans. Lors de sa garde à vue, Gérard Lemoine nia d'abord toute implication dans la mort de Sylvaine Chauvin. Confronté aux preuves matérielles, ses empreintes dans la cabane, les traces de son véhicule, les témoignages sur ses activités dans les marais, il finit par admettre la gestion du laboratoire clandestin, mais maintint qu'il ignorait tout du sort de la thérapeute. « Je n'ai jamais vu cette femme », répétait-il lors des interrogatoires menés par l'inspecteur Mercier. « Mon travail consistait à produire et livrer la marchandise. Je ne m'occupais pas de sécurité ou de surveillance du site. » Cette version des faits ne résistait pas à l'analyse des éléments collectés. L'expertise balistique révéla que les traces de sang retrouvées dans la cabane correspondaient au groupe sanguin de Sylvaine, établi grâce aux dossiers médicaux transmis par le docteur Morel. De plus, l'analyse ADN des cheveux retrouvés sur un fragment de verre confirmait définitivement la présence de la victime sur les lieux du crime. Le procureur bourgeois autorisa la confrontation de Gérard Lemoine avec les témoins clés de l'enquête. Marcel Fontaine l'identifia formellement comme l'homme qu'il avait aperçu à 2 reprises en décembre 2019 près de la zone interdite des marais, conduisant un véhicule utilitaire blanc. Ces observations, notées dans les rapports de surveillance du garde forestier, avaient été négligées lors de la première enquête. Mais c'est l'audition de Marguerite Vidal,
la voisine de Sylvaine, qui apporta l'élément déclencheur de l'affaire. Lors d'un complément d'enquête, cette femme de 68 ans révéla un détail qu'elle avait omis lors de ses premiers témoignages. En novembre 2019, Sylvaine était rentrée troublée d'une de ses expéditions botaniques et avait confié à sa voisine avoir découvert quelque chose d'inquiétant dans les marais. Elle m'avait dit qu'elle était tombée sur une cabane où des hommes manipulaient des produits chimiques, se souvenait Marguerite. Elle pensait qu'ils polluaient l'environnement et voulait alerter les autorités. Je lui avais conseillé d'être prudente, que ce n'était peut-être pas ses affaires. Ce témoignage éclairait enfin les motivations du crime. Sylvaine n'était pas une victime accidentelle tombée par hasard sur le laboratoire clandestin. Elle avait découvert l'installation dès novembre 2019 et avait probablement entrepris de documenter cette pollution illégale pour la signaler aux autorités compétentes. Ces observations botaniques anormales trouvaient ainsi leur explication. En décembre 2019 et janvier 2020, Sylvaine était retournée plusieurs fois dans la zone pour constituer un dossier détaillé sur l'impact environnemental du laboratoire. Son carnet contenait des croquis précis de la végétation affectée par les rejets chimiques et des photographies géolocalisées des dégâts écologiques. L'inspecteur Mercier reconstitua la chronologie fatale des événements. Gérard Lemoine et ses complices avaient remarqué la présence répétée de Sylvaine dans le secteur. Inquiet d'être découvert, il l'avait prise en filature lors de ses dernières visites. Le 13 mars 2020, jour de sa disparition officielle, Sylvaine était revenue une dernière fois pour compléter son dossier avant de le transmettre aux autorités. Confronté à cette reconstitution précise, Gérard Lemoine finit par avouer partiellement les faits. Il admit avoir été présent lors de la mort de Sylvaine, mais rejeta la responsabilité sur son complice, un homme qu'il identifiait seulement sous le pseudonyme de Marco, et dont il affirmait ignorer la véritable identité. Selon sa version, Sylvaine avait été surprise en train de photographier l'intérieur de la cabane. Une altercation avait éclaté lorsque Marco avait tenté de lui confisquer son appareil photo. Dans la lutte, Sylvaine avait chuté et s'était blessée mortellement à la tête contre l'angle d'une table métallique. Cette version des faits ne convainquait qu'à demi les enquêteurs. L'expertise médico-légale du docteur Castellet révélait que le traumatisme crânien de Sylvaine résultait plus probablement d'un coup volontaire que d'une chute accidentelle. La force et la direction de l'impact suggéraient l'utilisation d'un objet contondant, vraisemblablement une barre de fer retrouvée dans les débris de la cabane. L'enquête sur l'identité de Marco mobilisa tous les services de renseignement disponibles. L'analyse des communications téléphoniques de Gérard Lemoine révéla des contacts fréquents avec un numéro belge enregistré au nom de Marcus Vandenberg, un trafiquant de drogue notoire, recherché par les autorités européennes depuis 2018. Ce personnage, âgé de 35 ans et originaire d'Anvers, était suspecté d'être l'un des principaux organisateurs du trafic de drogue de synthèse entre les Pays-Bas et la France. Son réseau, particulièrement actif dans le sud de la France, utilisait des laboratoires mobiles pour éviter les détections et maximiser les profits. L'identification de Marcus Vandenberg comme complice direct du meurtre de Sylvaine Chauvin déclencha une coopération internationale intensive. Europol coordonna les recherches avec les polices belges, néerlandaises et françaises pour localiser ce fugitif qui représentait désormais l'une des priorités de la lutte antidrogue européenne. Le 1er avril 2021, soit 2 semaines après l'arrestation de Gérard Lemoine, Marcus Vandenberg fut interpellé à son domicile d'Anvers par la police fédérale belge. Son extradition vers la France fut immédiatement demandée par les autorités judiciaires françaises pour être jugé aux côtés de son complice. Lors de sa première audition en France, Marcus Vandenberg adopta une stratégie différente de celle de Gérard Lemoine. Reconnaissant sa présence sur les lieux le jour du crime, il assuma pleinement sa responsabilité dans la mort de Sylvaine Chauvin, mais dans une version qui révélait la véritable nature froide et calculatrice de ce meurtre. « Cette femme nous espionnait depuis des mois », déclara-t-il sans manifester le moindre remords. «
Elle avait constitué un dossier complet sur nos activités, avec des photos, des relevés GPS, des échantillons de terre contaminés. Si elle avait transmis ces informations aux autorités, nous perdions tout, le laboratoire, la production, les investissements. Marcus Vandenberg révéla que l'organisation criminelle avait découvert l'identité de Sylvaine dès janvier 2020. Il l'avait filée, avait identifié son domicile, sa fille, ses habitudes. La décision de l'éliminer avait été prise collectivement par les dirigeants du réseau qui considéraient qu'elle représentait une menace existentielle pour leurs opérations. Le 13 mars 2020, Sylvaine était venue comme prévu compléter son dossier de dénonciation. Marcus et Gérard l'attendaient dans la cabane, cachée depuis l'aube. Lorsqu'elle était entrée pour photographier les équipements, ils l'avaient capturée et interrogée sur l'étendue de ses connaissances et les personnes qu'elle avait alertées. Confrontée à cette situation terrifiante, Sylvaine avait tenté de négocier sa liberté en promettant de garder le silence. Mais Marcus Vandenberg, calculateur et impitoyable, avait estimé que le risque était trop élevé. D'un coup de barre métallique à la tempe, il avait tué froidement cette mère de famille innocente qui ne faisait que défendre l'environnement qu'elle aimait. Le corps de Sylvaine avait été immédiatement dissimulé dans une fosse creusée sous la cabane. Les deux criminels avaient nettoyé minutieusement les lieux, détruit une partie des équipements compromis et suspendu temporairement la production. Ils avaient ensuite répandu de fausses pistes pour égarer les recherches, notamment en déplaçant et abandonnant le sac à dos de Sylvaine loin du véritable lieu du crime. La suite des événements révélait le cynisme absolu de ces trafiquants. Après quelques semaines d'interruption, ils avaient repris leurs activités comme si de rien n'était, produisant et distribuant leurs drogues mortifères au-dessus du corps de leurs victimes. Ce n'est qu'en septembre 2020, lors de l'abandon définitif du site, qu'ils avaient exhumé les restes de Sylvaine pour les disperser dans les marais. Marcus Vandenberg expliqua comment les restes de Sylvaine avaient fini dans l'estomac du python birman. Lors de la dispersion du corps en septembre 2020, ils avaient repéré la présence de plusieurs serpents exotiques dans la zone. Connaissant les habitudes alimentaires de ces reptiles, Marcus avait délibérément abandonné des fragments corporels près des terriers, espérant que les animaux feraient disparaître définitivement les preuves du crime. Son calcul macabre avait partiellement fonctionné. Le python avait effectivement ingéré une partie des restes, mais l'alliance et la montre, trop dures pour être digérées, avaient causé l'occlusion intestinale qui avait conduit à la découverte du crime exactement 1 an plus tard. Cette révélation achevait de reconstituer le puzzle tragique de l'affaire Sylvaine Chauvin. Une femme courageuse, soucieuse de protéger l'environnement qu'elle aimait, avait payé de sa vie sa conscience écologique. Son meurtre révélait l'étendue des réseaux criminels internationaux qui n'hésitent pas à tuer pour protéger leurs profits illégaux. Le procès de Gérard Lemoine et Marcus Vandenberg eut lieu en octobre 2022 devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône. Emma Chauvin, désormais âgée de 11 ans et toujours sous la garde de sa grand-mère lyonnaise, fut représentée par un avocat spécialisé dans la défense des victimes. Marcus Vandenberg fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de 22 ans pour homicide volontaire avec préméditation. Gérard Lemoine, reconnu coupable de complicité d'assassinat et de trafic de stupéfiants, écopa de 25 ans de réclusion criminelle. Le réseau international fut démantelé grâce aux informations fournies lors du procès. 12 autres membres furent arrêtés en Europe et plusieurs laboratoires clandestins découverts en Belgique et aux Pays-Bas. Cette affaire marqua un tournant dans la lutte européenne contre les drogues de synthèse. Emma Chauvin grandit à Lyon sous la protection aimante de sa grand-mère Lucette. L'assurance vie de sa mère et les dommages-intérêts obtenus lors du procès lui assurèrent une sécurité financière. Elle manifesta très tôt un intérêt pour la biologie marine, peut-être inspirée par l'amour de sa mère pour la nature. Marcel Fontaine demanda sa mutation hors de Camargue après le procès. Le poids psychologique de cette affaire, qu'il considérait comme un échec personnel de protection du territoire, l'empêchait de continuer sereinement son travail de garde forestier.
Il s'installa dans les Alpes où il occupa un poste similaire jusqu'à sa retraite. La cabane de la Roquette fut entièrement détruite par les autorités et le site dépollué aux frais des condamnés. Une plaque commémorative fut installée à la mémoire de Sylvaine Chauvin, botaniste et défenseuse de l'environnement camarguais, morte pour ses convictions écologiques. Le centre de soins pour animaux sauvages de Pont-de-Gau intensifia sa surveillance des espèces exotiques envahissantes. Le docteur Véronique Blanchard, traumatisé par sa découverte macabre, développa un protocole strict pour l'examen des pitons capturés, contribuant à éviter que de tels drames ne se reproduisent. L'affaire Sylvaine Chauvin reste dans les annales judiciaires françaises comme l'exemple parfait de la détermination criminelle des réseaux de trafiquants internationaux, prêts à tout pour protéger leurs intérêts financiers. Elle illustre aussi le courage de citoyens ordinaires qui risquent leur vie pour défendre des valeurs plus grandes qu'eux. Aujourd'hui, les marais de Camargue ont retrouvé leur quiétude apparente. Les flamants roses continuent leur ballet gracieux, les taureaux paissent paisiblement dans les prés salés, et les visiteurs admirent la beauté sauvage de cette région unique. Mais ceux qui connaissent l'histoire de Sylvaine Chauvin savent que derrière cette sérénité de surface peut parfois se cacher la face la plus sombre de la nature humaine. Cette tragique affaire nous rappelle que le courage civique peut parfois mener au sacrifice ultime. Sylvaine Chauvin est morte pour avoir voulu protéger l'environnement qu'elle aimait, victime de criminels sans scrupules qui préféraient tuer plutôt que de voir leurs profits menacés. Aviez-vous perçu les indices qui révélaient progressivement la véritable nature de cette disparition? La présence du laboratoire clandestin vous paraissait-elle plausible dès le début de l'enquête? Partagez vos réflexions dans les commentaires et dites-nous ce qui vous a le plus marqué dans cette histoire. Si ce type d'enquête criminelle approfondie vous passionne, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos futures investigations. Mettez un like si cette reconstitution vous a touché et partagez cette vidéo avec vos proches qui s'intéressent aux affaires criminelles réelles. Le souvenir de Sylvaine Chauvin mérite d'être préservé et son combat pour l'environnement doit nous inspirer à rester vigilants face aux menaces qui pèsent sur notre patrimoine naturel.